Bon, je me présente rapidement, Sébastien Salvi, je suis vice-président chez Capgemini Invent en charge de la banque de détail et des services financiers spécialisés. Donc nous allons continuer le sujet des financements et de l'innovation et des parcours également. Donc je reçois Mathieu Elouin qui est Chief Digital Officer chez BPI France. Donc on a parlé du secteur du B2B, donc c'est un petit peu ton sujet en fait, même si c'est pas au travers du e-commerce, c'est pas au travers des commerçants. Peut-être je te laisse me décrire en fait l'activité spéciale de BPI France dans ce domaine-là, qu'on connaît aussi pour d'autres activités, donc dans le domaine des financements, des entreprises, des professionnels, et peut-être les spécificités, je dirais, de cette clientèle-là et le travail que tu as pu faire sur justement la digitalisation des parcours. Ça fait beaucoup de questions en une. Bonsoir à tous, donc enchanté d'être là. Effectivement, chez BPI France, nous, depuis le Covid, l'activité de financement 100% en ligne et les plateformes digitales ont explosé chez nous. Donc, je vais vous citer effectivement trois grands domaines. Le premier, c'est la plateforme PGE avec l'ensemble des banques, puisque l'ensemble des banques sont partenaires de BPI France. Et nous avons ensemble contribué à la résilience de l'économie. Et donc, à travers cette plateforme, onboardé à peu près 18 000 chargés d'affaires bancaires et traité 700 000 entrepreneurs, 100% en ligne sur des prêts bancaires. Et à la fin, pour un total cumulé d'à peu près 150 milliards de prêts. Donc là, ça a déclenché vraiment, on va dire, toute une activité très forte chez nous au Digital BPI France. S'en est suivi une deuxième partie sur la partie TPE. Donc ça s'appelle les prêts flash. Et donc nous avons mis en place des financements pour les petites entreprises 100% en digital, de la souscription à l'octroi, à la gestion. Et donc nous avons financé à peu près à date 12 000 petites entreprises. Il faut savoir que cette activité est toujours sur un modèle complémentaire à nos partenaires bancaires, puisqu'on est sur la base d'un COFI, même si ce n'est pas le même objet. Nous cofinançons des entreprises qui sont déjà financées par des banques et par nos partenaires bancaires. Donc ça fait de nous en volume aujourd'hui probablement le plus gros prêteur en volume, en B2B 100% en ligne. Et nous avons également digitalisé l'ensemble de ce qu'on appelle les prêts d'honneur. C'est une activité autour de la création d'entreprises. Probablement les banquiers que vous êtes connaissent et orientent leurs créateurs d'entreprises vers les réseaux d'accompagnement et donc ce prêt d'honneur qui permet de démarrer son activité. Aujourd'hui, c'est plus de 24 000 prêts qui ont été digitalisés à 100%. Donc vous voyez, ça fait un cumul et un volume d'encours aujourd'hui qui effectivement n'a jamais existé chez BPI France. Et donc il a fallu digitaliser l'ensemble de ces processus-là sur les 3 dernières années. Merci. On a beaucoup parlé dans la matinée en fait, de la digitalisation des parcours, notamment sur les crédits IMO, les crédits conso. Pour toi, quelle est la différence finalement entre un crédit entreprise et des crédits particuliers? Enfin, voilà, en quoi ça change finalement à la fois le parcours et puis évidemment les outils qu'il y a derrière, parce qu'on a parlé d'identité numérique, on voit bien sur les entreprises c'est un peu différent. Enfin, voilà, quelles sont les différences, peut-être déjà à la fois en termes d'usage de la part des clients, et puis voilà, dans les solutions et dans ce qu'il faut adapter ou réimaginer, on va dire, quand on parle de parcours entreprise. Alors, ce n'est pas un hasard si effectivement le fait, je pense que Franck Finance en parlait avant, de digitaliser les parcours B2B pour l'entreprise et faire des octrois 100% en ligne, c'est quand même c'est plus compliqué, voire beaucoup plus compliqué que les particuliers, puisqu'effectivement, il y a un deuxième objet qui est la personne morale, que la personne morale, elle a des actionnaires, que donc les KYC auxquels nous sommes soumis sont plus importants que sur le particulier. Derrière, il n'y a pas le même type de documents, il y a des bilans, il y a des relevés de comptes. Du coup, c'est une chaîne plus complexe qu'il faut réussir à digitaliser. Donc, il faut aller chercher d'autres sets de données. Et donc, mais j'imagine, tu poseras la question après, comment on a fait ça?
Oui, c'est ça, exactement. Les partenaires existent, parce qu'on a vu beaucoup de partenaires dans le domaine du particulier, mais dans l'entreprise, justement, il existe des solutions, voilà, on va dire un peu en mode de plugin sur les éléments que tu cites. Absolument. Alors, on ne l'a pas fait tout seul. Donc, personnellement, moi, j'ai mis en place depuis 6 ans un programme d'Open Innovation, hein, qui a permis de travailler avec beaucoup de fintech et de startups chez BPI France, à peu près 120. Ça nous a permis de tester beaucoup de choses et ça nous a permis d'embarquer effectivement dans ces usines digitales de crédit des fintech, et donc que je remercie, avec lesquelles on a travaillé, on a progressé. Donc, je crois qu'il y en a une dans la salle, c'est October. On a travaillé avec United, on a travaillé avec des gens comme Hubble sur l'identité numérique, on a travaillé avec des gens comme Ariadne Next, on a travaillé avec des gens comme Streamline. Tout ça a permis de solidifier l'usine, parce qu'effectivement, c'est aussi des usines sur lesquelles comment dirais-je, le risque de fraude est extrêmement élevé. Donc, il faut avoir des chaînes extrêmement solides en digital. Et en termes d'adoption par les clients, tu as l'impression aujourd'hui que les entreprises sont à l'aise pour dérouler un parcours comme ça, transmettre des pièces au format électronique Alors absolument, parce que parce qu'il y a une promesse quand même finalement d'octroi et de décaissement en moins de 15 jours sur toute la chaîne, voire en 8 jours, donc pour celles qui sont bien préparées. Donc à partir de là, elles sont contentes de cette promesse à la fois de simplicité et puis de réponse à un besoin de financement complémentaire. Donc ce sont des petits prêts, hein, ça va de 0 à 75 000 euros. Mais quand même, et nous on voit aujourd'hui dans les volumes et l'appétence, évidemment pendant la période Covid, ça a été extrêmement fort sur les pré-rebonds, hein, qu'on avait monté avec les régions. Mais là, on a plutôt une activité avec une appétence qui monte, de par la simplicité des parcours. Mais il y a encore plein de chemins pour que ça soit plus simple. On veut intégrer, on a vu, je crois, Poens tout à l'heure, on veut intégrer effectivement le DSP2 pour simplifier, parce que par rapport à la plupart des banques qui sont dans cette salle, nous n'avons pas les flux bancaires. Et sur les TPE, c'est un élément assez essentiel, la trésorerie. Donc on va dire essayer de simplifier encore les parcours avec des SP2. Et alors, je vais te poser la question, en termes de bénéfices pour le client, alors bon, j'imagine que ça ne prend pas 2 minutes pour le yes, mais quel est finalement un peu le temps que tu as gagné dans le time to yes sur ces parcours digitaux pour le client? Je n'ai pas envie de donner des comparaisons, mais nous, on sait, parce qu'on a un réseau, on sait ce qu'on peut faire en digital, mais on peut, dans les cas où justement, où les clients ont leurs documents, voilà, quand on est capable de faire un prêt en 7 jours, depuis le début de l'initiation de la demande jusqu'au décaissement, bon, c'est extrêmement performant sur l'entreprise, hein. Et en termes de parcours, enfin, j'imagine que c'est pareil, tout n'est pas digital, puisque tu as des entreprises qui sont, on va dire, dans une phase de création, enfin, on va dire un stade de maturité qui est aussi beaucoup plus faible. Donc il y a encore de l'humain derrière au niveau de l'analyse des dossiers, même s'ils sont digitaux, et des décisions d'octroi. Il y a un maximum d'automatisation, et il y a effectivement un certain nombre de dossiers qui tombent, on a ce qu'on appelle, on a plusieurs notes de score en fait, et si vous avez le moindre, ce qu'on appelle un red flag, on va tomber potentiellement, si on a plus de 2, on va rendre le dossier KO. Si on a 1, on va passer dans un comité d'engagement spécifique. Effectivement, donc là, il y aura une route un petit peu manuelle, mais finalement, c'est pour le bien du client, parce qu'on va aller jusqu'au bout de l'effort pour essayer de voir si on peut quand même financer son risque. Donc, c'est pas mal. Ouais. D'accord, donc en fait, dans une part, il y a du full digital, puis il y a comme une partie, comme tu dis, liée, on va dire, à la maturité des banques ou au type de produit qui, de toute manière, continue à passer par de l'humain derrière, quoi. Tu l'évoquais tout à l'heure, effectivement, tu n'as pas cette relation directe avec les banques, enfin avec les clients, donc tu n'as pas accès à leur compte bancaire. Dans le mode de fonctionnement justement avec les banques,
Est-ce que tu vois demain, par rapport justement à ces logiques de cofinancement, un modèle de fonctionnement justement davantage en intégration avec elles, en mode peut-être de plateforme? Enfin, quelles sont les évolutions qui sont prévues dans ce domaine? Alors absolument, parce que donc nous déjà nous avons une plateforme avec l'ensemble des banques qui s'appelle BPI France en ligne et la demande de garantie en ligne. Aujourd'hui, elle est quasiment allez, je ne vais pas dire que l'ensemble des réseaux bancaires sont embarqués, mais c'est une très très grande majorité, à plus de 90%. Et donc, effectivement, elles utilisent déjà les services BPI France en ligne. Et l'idée, c'est de leur faire bénéficier effectivement de cette plateforme aussi pour compléter leur capacité de servir leurs clients sans rentrer en compétition, puisque BPI France ne tiendra jamais les comptes. Ne prendra jamais le risque principal et sera toujours en complément. Donc ça peut permettre au réseau de gagner en fait en capacité de servir leurs clients tout en ne prenant pas de risques supplémentaires et de risques entre guillemets de compétition sur le compte. Au-delà de la plateforme, je sais pas, enfin, effectivement, la plateforme par un bon moyen, mais tu imagines une approche un peu plus sans couture, je dirais justement pour le client qui puisse directement sur le site des banques accéder justement à des financements BPI en intégration avec d'autres financements bancaires. Enfin, ça fait partie des projets. Ça, c'est tout à fait. Mais après, on additionne les complexités de nos partenaires bancaires, de nous. Donc, mais effectivement, dans l'idée, c'est vraiment d'utiliser l'interface qui est déjà live, qui est déjà sur lequel les chargés d'affaires sont déjà onboardés de nos partenaires bancaires. Et donc, effectivement, c'est de l'intégrer à l'intérieur pour qu'il y ait un parcours qui, à la demande du chargé d'affaires, c'est le chargé d'affaires de la banque qui le décide, comme chez nous, c'est quand même le chargé d'affaires qui décide de confier et d'entrer en relation et de demander la garantie à BPI France et éventuellement de déployer ce crédit supplémentaire. Ok. Merci. Je voulais poser une autre question. Alors en fait, on a un peu abordé ce sujet dans la matinée, justement, sur tout ce qui était l'intelligence artificielle. Et comme je sais que tu as une newsletter et que tu as récemment publié un article sur ta vision sur ChatGPT, sur ces parcours finalement de financement entreprise et pour la BPI au sens large, finalement, comment tu vois l'usage justement de l'intelligence artificielle pour aller nourrir et aller plus loin justement dans cette digitalisation ou dans une réduction ou une amélioration des parcours de financement entreprise? Moi, j'avoue, ça fait 25 ans que je suis dans la tech. Je ne suis pas un pur banquier du tout. Avant, j'ai effectivement travaillé dans plusieurs domaines de la tech. Donc, je pense que là, j'ai rarement connu une phase qui va nous transformer autant et qui va nous donner un levier incroyable, effectivement, de développer des nouveaux services et de simplifier la relation client. Et puis toutes nos chaînes. Voilà. Donc moi, je dis à mes équipes effectivement qu'elles auront peu de moments dans leur vie professionnelle où elles seront comme ça face à des ruptures technologiques. Non pas que l'IA n'existait pas avant, ça fait 50 ans, mais sauf que là, il est ce qu'on appelle hot scale, c'est-à-dire qu'on peut potentiellement l'utiliser, l'industrialiser sur du volume, moyennant tous les aspects juridiques, et éthiques et conformité qu'on connaît dans les banques. Et donc, pour moi, c'est simple. Si je découpe la chaîne depuis l'acquisition du client jusqu'à la vie de la relation du client, on va retrouver un impact IA potentiel sur chaque bout de la chaîne. Donc, sur mon marketing digital, en premier. Sur ma connaissance client, en deuxième, je vais capter plein d'informations en dehors. Sur ma décision d'octroi, parce que je vais faire mouliner beaucoup plus de data que j'en mouline aujourd'hui. Sur derrière des détections de signaux faibles, sur les flux bancaires, sur des événements de marché. Donc tout ça va permettre complètement de transformer et d'améliorer l'expérience client. Et puis nous, notre expérience en tant que banquier, et notre efficacité. Donc moi, j'avoue que je suis très excité. Ça va prendre un peu de temps, c'est compliqué. Mais
C'est la première fois depuis longtemps qu'on ait fait ça, ces structures. Et c'est d'autant plus intéressant qu'on a vu, on a entendu parler de DSP2 tout à l'heure, on a entendu parler d'Open Finance, c'est que les deux se couplent. Et en fait, c'est ça la vraie puissance du moteur, c'est que les deux vont se coupler. Et que si on ne fait pas les deux, en fait, on n'exploitera pas toute la puissance de l'IA. Alors, tu m'avais aussi parlé d'un effet corollaire, et on en a un peu parlé tout à l'heure avec la fraude documentaire. En tout cas, dans la fraude au sens large, je crois que c'est quelque chose que tu commences aussi à constater sur les demandes de financement, au travers justement de l'usage de l'intelligence artificielle. Oui, c'est ça. Effectivement, c'est très important. Je crois que ça a été présenté tout à l'heure. Alors, j'ai pas retenu le nouveau nom de Jouve, mais parce que je l'ai Luminance. Voilà. Effectivement, c'est sur les chaînes 100% digitales en crédit d'entreprise. Il y a du stress sur les documents, effectivement, sur la falsification du bilan, sur la falsification des pièces d'identité. Sur la falsification des relevés de compte. Voilà. Donc, effectivement, cette partie-là, elle est absolument clé. On a beaucoup progressé dessus. On a développé un moteur chez nous qui s'appelle IRM. On a beaucoup travaillé aussi avec October sur le sujet. C'est passionnant. Et là, ça va accélérer avec l'IA, effectivement. Mais ça va accélérer dans les deux sens. C'est-à-dire que la capacité du fraudeur de déformer ces documents de la façon la plus fine et granulaire possible. Et puis, nous, côté banque, la capacité, effectivement, de nourrir ces IA pour qu'elles aillent détecter ces mini changements et évolutions de documents. Ça va être aussi... c'est une compétition, en fait, des deux côtés. J'avais noté le chiffre tout à l'heure justement de Luminance qui était de 8%, je crois, des dossiers qui étaient en gros des fausses ouvertures, des dossiers un peu falsifiés. C'est un peu le chiffre que tu as, toi, sur les demandes de financement, ou plus, moins? On n'aime pas trop communiquer là-dessus, hein, parce que derrière, on a des régulateurs quand même. Donc, mais oui, c'est pas complètement déconnant, je veux dire. Bon, en même temps, c'est moins que les 20% de personnes qui falsifient leurs documents. Donc, ça veut dire qu'il y en a 12% qui ne sont jamais identifiés, quoi. Dans le chiffre qu'on avait identifié. Absolument. Écoute, merci Mathieu. Merci. Merci.